Donc je suis Corinne, et je vous en dirai un peu plus après. J'aime bien commencer directement ce qu'on est venu faire en fait. Et donc ce soir, l'idée c'est de voir ensemble qu'est-ce qui se passe derrière le geste d'apprendre, ça veut dire quoi et comment ça marche. Parce qu'en fait, quand on comprend comment les choses se passent en nous, et ben, c'est beaucoup plus facile d'utiliser les outils qui sont en nous. Parce que souvent, en fait, on ne nous en a pas parlé depuis à l'école, on ne nous a jamais dit comment ça marchait. On nous a dit apprends ta poésie et reviens demain. Et on ne sait jamais trop comment ça va marcher, comment on va se débrouiller. Et en fait, tous ces gestes, les gestes d'apprentissage, eh ben, en fait, on ne les apprend pas et il faut se débrouiller tout seul pendant toute notre vie. Donc l'idée, c'est de vous transmettre des infos là-dessus. Et puis vous de les transmettre après à votre tour et puis de les utiliser pour vous-même déjà. Et puis, et puis pour aussi pour les enfants, pour leur donner les outils, parce que c'est eux aussi qui en ont bien besoin. Souvent, ils se débrouillent tout seuls, mais ils y arrivent bien, mais des fois, ils ont besoin d'un petit coup. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est je vais vous demander d'imaginer, justement, d'imaginer un aliment que vous aimez particulièrement. Et je vous demande de l'imaginer, de le sentir, de penser à cet aliment. C'est bon ? Ok. Du coup, quand vous pensez à cet aliment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez comme info? Pardon? Salive. Ok, tu salives. Est-ce que... Donc, tout de suite, tu as eu un salivage, on va dire. Ok, est-ce que tu as vu l'aliment ou juste tu as salivé? Ok. Moi aussi, ça s'est passé au niveau de la bouche. J'ai imaginé de croquer et juteux, donc aussi au niveau de la bouche. Ok. Mais vous aviez déjà une idée de l'aliment? Ok, oui. Je veux dire, vous avez pensé à un aliment? Oui. Ok, d'accord. Et quand vous avez pensé à cet aliment, la première chose qui vous est venue, c'est ça? D'accord. Moi, je l'ai vu dessiner, voilà, je l'ai vu. D'accord. Les couleurs, les formes. La forme, la texture. Ok. Moi aussi. Pareil. Vous l'avez vu? Ouais. Tout. Ok. Là-bas. Je l'ai vu aussi. Tu l'as vu aussi? Ouais, mélange de la vue et puis de la perception. Merci. De la perception en bouche. Ok. C'est un peu l'odeur peut-être aussi. D'accord. Comment se fait-il qu'on soit capable d'avoir toutes ces sensations, ces images, ces choses à l'intérieur de nous alors que l'objet n'est pas devant nous? Enfin, sauf feu. Mais il ne s'agissait pas de ça. C'est Il ne ça. s'agissait pas de ça. Comment se fait-il qu'on puisse avoir ces sensations, cet objet-là en nous alors qu'il n'est pas devant nous? L'expérience. On l'a déjà rencontré, on l'a déjà analysé, on l'a éprouvé dans notre corps et donc, on est en capacité de se projeter dans ce qu'on a déjà vécu. on l'a déjà vécu et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que là maintenant on est capable de le... On l'a mémorisé. Ouais, on réactualise Il y a quelque chose en nous qui l'a mémorisé, donc il y a un état de mémoire. Et on a mémorisé à l'aide de quoi? Tout ce que vous avez dit, à l'aide de nos sens, puisque vous avez parlé de kinesthésique avec la répétition, de visuel, d'auditif, parce que sûrement vous vous êtes dit le mot en question, d'odorat, donc d'olfaction aussi, et puis de... C'est tout? Ouais, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un VACOG, qui est tout simplement les 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et en fait, c'est à partir de ces sens-là que vous avez pu effectivement créer ces images mentales. Donc en fait, les images mentales, c'est vraiment le gros morceau de tout cet apprentissage. Okay? Apprendre, c'est comme appréhender, c'est un peu le même verbe, et ça veut dire saisir. Ça veut dire se... Bonjour. Bonsoir. Donc ça veut dire saisir, ça veut dire prendre avec soi, prendre en soi. Donc quand on essaye d'apprendre quelque chose et qu'on ne prend pas en soi, et bien en fait, on reste en distance de la chose. Et donc, elle n'entre pas en nous.
Le fait d'apprendre, c'est faire rentrer le monde extérieur à l'intérieur de nous. C'est vraiment ça, cet acte d'apprentissage. Donc c'est juste penser qu'il y a forcément ce geste de ce qui est dehors, je vais le faire rentrer à l'intérieur de moi. Pourquoi faire? Pour avoir ensuite une référence, pour comprendre, réfléchir, créer, imaginer. Okay? Mais si je n'ai pas au départ ces images mentales qui sont à l'intérieur de moi, et bien en fait tous les autres gestes, je ne peux pas les faire. Ça va? Ça vous parle? Ça a du sens? Okay. Tout le problème en fait est de créer ces images mentales, et en tout cas d'en avoir conscience. Donc en fait, d'habitude, à l'école, tout commence à l'école, hein, même avant, mais souvent c'est à l'école qu'on commence à utiliser ces images-là, et bien on va penser, on va nous demander d'apprendre, mais on ne va pas nous expliquer comment est-ce qu'on va faire pour prendre la chose qui est dehors et la faire rentrer dedans. Pourtant, c'est ce geste-là qui est le plus important. Ok ? On va avoir ce moment-là, c'est un moment sacré quelque part. Si on ne montre pas aux enfants comment faire, alors que ça devrait être le geste, voilà, le premier travail de l'enseignant en fait, c'est de transmettre cette information aux enfants, et bien en fait, on nous donne du contenu, mais on ne nous donne pas de quoi les intégrer. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour créer ces images mentales? Comme on a dit, hein, il y a quelqu'un qui vient en taxi. Comme on a dit, on a besoin de... Donc, on va utiliser nos 5 sens, n'est-ce pas? La première des choses qu'on va faire pour pouvoir appréhender le monde, apprendre le monde, les gestes d'apprentissage, qu'on appelle les gestes mentaux. La vue. La vue, en fait tous les sens vont être utiles, mais il va y avoir une action particulière avec ces sens que l'on va faire. Qu'on nous rabâche tout le temps quand on est petit à l'école. Ce mot-là, on l'a entendu tellement de fois. L'attention. Pas attentif, manque d'attention. Et en fait, l'attention, c'est le premier geste mental. C'est le premier geste qui va nous permettre d'appréhender ce monde. Parce que la première des choses, il va falloir que je focalise. Vu que le monde est tellement vaste, qu'il y a tellement d'informations qui circulent en quelques secondes, on a des milliers d'informations partout. Toutes les couleurs, les images, les bruits, les odeurs. C'est incroyable le nombre d'informations qu'on peut avoir. Et si on en reste juste à tout ce brouhaha, en fait, on ne va pas pouvoir apprendre quelque chose en particulier. Il va falloir focaliser sur un point, donc mettre notre attention sur un point pour pouvoir le préciser et le faire rentrer à l'intérieur de soi. D'accord? Vous avez déjà vu quand, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, que vous marchez dans la rue, que vous êtes dans le métro, et que vous sentez qu'il y a des gens qui vous regardent. Tout à coup, vous vous retournez, puis vous voyez que la personne, elle vous regarde. Vous avez senti quelque chose. Ça vous est déjà arrivé? Ou alors vous regardez quelqu'un, et évidemment, la personne, tout à coup, elle vous regarde, elle se retourne, et pourquoi ça se passe? Vous savez pas pourquoi ça se passe? C'est parce qu'en fait, quand on porte notre attention sur quelque chose, et ben en fait, on donne de l'énergie à cette chose. Toute notre énergie corporelle et tous nos sens, tout ce qu'on est, se focalise et donc mobilise notre énergie sur cet objet-là. Et donc, on va donner notre énergie à cet objet-là. Donc, ça va être, plus on va être attentif et précis avec tous nos sens, plus ça va être facile d'intégrer en fait cette chose-là à l'intérieur de nous. Et à chaque fois que vous êtes attentif, que vous portez votre attention sur un sujet, sur une personne, sur n'importe quoi dans votre vie, et bien vous donnez de l'énergie à cette chose-là. Donc c'est valable pour plein d'autres choses que l'apprentissage, la guérison, plein de trucs. Donc déjà l'attention c'est vraiment un geste super important.
là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste une petite voilà, conférence pour pouvoir un peu appréhender de quoi il s'agit. L'idée, c'est qu'ensuite, on puisse en faire des ateliers de jeu, parce que c'est toujours très ludique, pour pratiquer tout ça, multi-âge, justement, pour voir qu'en fait, voilà, on est tous au même niveau, hein, et même les enfants, des fois, sont bien plus doués que nous dans tout ça. Et donc là, ce soir, je vais vous proposer de participer à certaines petites choses, mais ça ne va pas être forcément très ludique. Par exemple, en ce qui concerne les images mentales, je vais vous proposer quelques petites actions, et vous allez me dire quel sens ça va mobiliser. D'accord ? Alors, écrire des mots avec un bon orthographe. Ça peut être aussi l'audition, enfin l'ouïe, par rapport au son qu'on a entendu et qu'on doit transcrire. Alors le truc, ce qui se passe souvent, c'est que les enfants qui vont être plus auditifs, c'est-à-dire qui vont avoir une mémoire auditive en premier abord, si c'est celle-là qui est plus développée, et bien en fait, ils ne vont pas mémoriser le mot visuellement, donc ils n'ont pas l'image du mot visuel, ils vont l'avoir vu auditivement. Donc quand ils vont l'écrire, et bien, ils vont l'écrire auditivement, c'est-à-dire en phonétique, avec ce qu'ils ont comme son, ils savent que ce mot-là, ce son-là, ça s'écrit comme ça, donc ils vont écrire le mot en phonétique avec juste l'image auditive. Donc là, par exemple, il va falloir forcément développer le visuel. Le visuel va être très important, par exemple, pour l'orthographe. Réciter une poésie. La mémoire. Enfin, c'est pas vraiment un sens. Si, de toute façon, il faut la mémoire, tout à fait. Quel sens ce serait? La vue aussi. La mémoire. Ouais, il y a la vue et vue. l'audition. Ouais. Ça peut être kinesthésique aussi quand on met Tout à fait. aider le mouvement. Tout à fait. On peut utiliser en fait tout notre corps hein, par rapport à ça. On peut même, si ça se trouve, un enfant qui va avoir un adulte, hein, enfin je parle d'un enfant mais un adulte aussi, qui va avoir par exemple l'olfactif très développé. Et bien si c'est une poésie sur les fleurs, ou peut-être que lui tout de suite ça va lui amener l'odeur des jonquilles quand il raconte sa poésie, quand il lit sa poésie par exemple. Mais le problème, c'est que quand il va la redonner à l'école, l'enseignant s'en fiche qu'il sente la jonquille. Pourtant, ce serait magnifique, mais ce qu'on veut, c'est qu'il la récite auditivement avec les bons mots. Qu'est-ce qui se passe avec un enfant qui est visuel? L'enfant qui est plus visuel, il va lire la poésie, et qu'est-ce qu'il va se faire avec la poésie? Il va se faire un film. Parce que lui, il est visuel, il a besoin de voir. Donc, il se raconte la poésie comme s'il se faisait une histoire. Et quand il va être à l'école, eh ben, il se rappelle de l'histoire, mais ce n'est pas les bons mots. Parce qu'en fait, il s'est fait un film pour le mémoriser, et lui, il va raconter la poésie, mais il va la raconter avec ses mots à lui, ça va être un super film. C'est le même film, mais avec des mots complètement différents. Pour dessiner quelque chose de concret, ouais, visuel. Oui, ça peut être aussi kinesthésique, ça ne va pas forcément être facile à redessiner, mais c'est vrai que le visuel va être plus simple, mais le kinesthétique peut aider aussi. Écrire une rédaction. Une histoire, être écrivain, quoi, écrire des histoires. C'est visuel. Visuel, et aussi quoi? Et auditif aussi, mais aussi, on va avoir besoin de tous ces sens, parce que si ça se trouve, justement, cette personne qui sent l'odeur des jonquilles, il va peut-être réussir à le décrire avec des mots, parce qu'il le sent, et c'est tellement bien senti dans son corps, il a tellement l'image olfactive de cette fleur, que du coup, il va la décrire avec des mots incroyables. S'il n'a pas l'image en lui, ça va être difficile de la décrire. Mais s'il a l'image physique, olfactive ou gustative. Je ne sais pas si vous connaissez La Cité des Anges, le film. Non? City of Angels, ça veut dire rien du tout? Chouette film. C'est ce film, je me souviens. Avec Nicolas. Olfactif, le gustatif. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Olfactif, non, c'est l'odeur, pareil. Hein. L'odeur aussi, voilà, décrire
c'est pas forcément évident, on n'a pas l'habitude. C'est un jeu intéressant à faire. Parce que du coup, ça va développer. Ça va développer cette imagerie mentale. Alors, chanter une chanson juste. De quoi on a besoin comme sens pour chanter une chanson juste? L'audition, beaucoup. Après, ça peut être aussi kinesthésiste, en marquant le tempo. Aussi, tout à fait, carrément. Pour le côté juste, quoi. C'est On ça. peut reconnaître très bien le texte, mais être complètement à côté du tempo. Exactement. Et c'est là où c'est important de se rendre compte et de pointer ça. Surtout quand on a un enfant en fait qui fonctionne bien dans ce truc-là, mais pas là. C'est de percevoir ça. Que lui, peut-être que quand il va chanter, il va faire ça. Et que les mots et tout ça, ça va peut-être pas le faire, mais il va avoir le rythme. Et là, on va se dire, il a du kinesthésique bien ancré, il va falloir utiliser ça pour l'amener ailleurs. Donc, reconnaître le parfum d'une fleur. Et du coup, dessiner la fleur. À partir de l'odeur. Donc là, il faut quoi? Il va falloir l'olfactif, sentir. Il faut donc le reconnaître, c'est-à-dire aussi connaître cette fleur, donc avoir son nom auditif. Et puis il va falloir aussi avoir une mémoire visuelle de la fleur elle-même pour pouvoir la redessiner. Se repérer sur un plan. Beaucoup le visuel, mais pas que. Le kinesthésique aussi. Le kinesthésique, parce que le sens de l'orientation, c'est ça, c'est du visuel et du kinesthésique. C'est ce que je sens et ce que j'ai mémorisé comme différents... On va essayer d'avoir le temps de faire un petit jeu à la fin par rapport à ça. Bien cuisiner. Cette action de bien cuisiner, de quoi on a besoin pour ça? Olfactif aussi. De tout, ouais, carrément. Et puis suivant les individus, la cuisine va être différente suivant comment ça s'est développé aussi. Hein, donc ça va être beaucoup par rapport à ça. Alors, donc comment on va créer ces images mentales? On a dit qu'on avait en premier lieu l'attention. En deuxième lieu, il va falloir avoir l'intention, en même temps que je regarde cette chose ou que je l'écoute, l'intention de me l'approprier, de m'en rappeler. Donc d'abord il y a l'attention, donc là je suis, voilà, tous mes sens sont présents. Ensuite il y a l'intention de s'en rappeler. Et ensuite il y a l'action même de le mettre à l'intérieur. Et comment on fait pour le mettre à l'intérieur? Eh bien, tout simplement, moi je dis souvent par exemple pour ce qui est visuel, on va faire une photo. C'est-à-dire que je demande, vous voyez ce objet-là. Donc, on va essayer d'en faire une image mentale, donc vous allez essayer de le mettre à l'intérieur de vous, cet objet. Mais on ne va pas le manger, hein, on va pas manger, c'est juste virtuel, n'est-ce pas? Donc, à vous de faire une image mentale de cet objet. Donc, vous pouvez utiliser tous vos sens, porter votre attention dessus, et le truc qui est important, c'est de faire des allers-retours avec l'objet. C'est-à-dire, je vérifie si je l'ai bien à l'intérieur de moi. Si je ne l'ai pas encore complètement, j'y reviens les yeux ouverts. Puis je vérifie les yeux fermés si je l'ai bien en moi. Ce moment-là, c'est le moment clé de la création des images mentales. S'il n'y a pas un temps, on peut se l'intégrer, on peut vérifier qu'il est bien à l'intérieur de nous, et bien en fait, c'est beaucoup plus difficile. Il faut être très très rapide pour le faire. Pour la créer. Alors allez-y, faites-vous une image mentale de cet objet. Le truc qui m'intéresse, c'est qu'il est à l'intérieur de nous, mais combien de temps? Ça c'est quand on va parler de la mémoire. Ah ouais. Ouais, tout à fait. Salut. Pourquoi tu disais... Parce que jusqu'à présent, là, le 1, le 2, j'ai l'attention, j'ai l'intention pour plein de choses. J'ai réussi à mentaliser, pourquoi pas, tu vois, à me l'approprier. Mais par contre, souvent, après, comme si mon espace de stockage était saturé et qu'il y avait
des choses, même si j'ai vraiment l'intention, ça ne veut pas. Et ça va être le deuxième geste, parce que là, c'est, en fait, ça c'est le premier, ça c'est la création de l'image mentale. Donc ça c'est l'intégration de la mise à l'intérieur de ce qui est à l'extérieur, la création de l'image mentale. On va étirer ce petit-là. Et ensuite, on aura la mémorisation. Là, on est dans l'acte de mémorisation. Bon, ce qu'on est en train de faire, l'attention et la mémorisation sont complètement interconnectés, évidemment, puisque l'acte que vous faites, c'est pour en faire une image à l'intérieur de vous que vous allez ensuite pouvoir réutiliser pour réfléchir, pour comprendre, pour créer, pour imaginer. Est-ce que tout le monde a réussi à se faire ce petit objet dans la tête? Ok. Et si vous fermez vos yeux, voilà, est-ce que vous pouvez le toucher à l'intérieur? Vous pouvez sentir la texture, sa forme, la température. Est-ce que vous pouvez observer les couleurs? Ok. Super. Ce petit exercice-là, il est hyper cool à faire avec les enfants pour jouer, pour ensuite redessiner, pour remodeler. Il est important de passer par le temps, la phase de vraiment, je mets à l'intérieur et je vérifie si c'est là. Parce que si je ne vérifie pas si c'est là, je ne sais pas si c'est là. Tout à coup, je vais faire autre chose. Ah ben non, j'ai oublié, je ne sais pas comment c'est. Oui, parce que je n'ai pas pris le temps de vérifier si l'image mentale était présente. Donc là, il y a on va l'appeler, comment ça s'appelle, est-ce que j'ai mis un mot qui a du sens? Donc là, c'est du coup l'image intérieure. On crée l'image intérieure. Et ça, c'est vraiment super important, ce moment, cette phase de ok, je prends le temps de me rappeler. Et souvent, nous, les adultes, enfin tout le monde, souvent quand on fait ça, ça va très vite. C'est-à-dire que les enfants souvent disent « Ah non, c'est bon, je me rappelle !» Ah ouais, ferme tes yeux, décris-le-moi là. Dis-moi ce que tu vois dans ta tête. Ah bah non, je ne sais plus. Ok, on y revient. Parce qu'en fait, voilà, souvent on croit qu'on l'a, tant qu'on ne se l'est pas décrit, tant qu'on ne l'a pas vu, tant qu'on ne l'a pas touché à l'intérieur, dans notre monde intérieur, on ne l'a pas à l'intérieur. Donc, moi, ça me fait penser, ça me fait penser à quelque chose qui a peut-être rien à voir. C'est, tu sais, tu fais un rêve, et si moi je veux m'en rappeler, enfin moi en tout cas je fonctionne comme ça, je suis obligée, ça me réveille, et je suis obligée de me dire, attends, qu'est-ce que je viens de rêver là? Et hop, je refais l'image, le petit film dans ma tête, parce que sinon, je suis incapable de m'en souvenir. Tout à fait, carrément. Là, voilà, tu reviens vers ce truc qui est passé, et des fois ça peut être, c'est souvent d'ailleurs, kinesthésique, une sensation physique le matin. On ne sait pas pourquoi, on est comme ça, puis tout à coup, si on se relie à cette sensation, hop, ça va peut-être nous amener des images ou des histoires de notre rêve. Quoi. Donc l'anesthésie va souvent être important aussi. Là. Mais c'est ça, c'est une imagerie mentale. Le rêve, c'est que de l'image mentale. Qui peut être des cas très puissants et qu'on peut même vivre dans notre corps tellement c'est puissant. Donc cette partie-là est vraiment la première partie la plus importante pour intégrer le monde extérieur à l'intérieur de soi. Après, la mémorisation, justement. Alors la mémorisation, en fait, il va s'agir que, déjà, en premier, c'est d'intégrer cette image mentale à quelque chose qui est déjà en nous. Parce que vous savez, je ne sais pas si vous savez que dans le cerveau, il y a des espèces de petits trucs comme ça, là. Qui s'appellent des neurones. Et puis il y a les synapses. En fait, il y a les petites cellules, elles font des liens entre elles. Okay, et en fait, elles font des liens entre elles à partir justement de ce qui est cohérent. Donc par exemple, là, ce truc-là, peut-être vous n'allez pas vous en rappeler longtemps parce que c'est associé à rien pour vous, ça correspond à rien. Mais peut-être que quelqu'un dira « Ah tiens, si, je me rappelle parce que c'est la fleur de machin. » Et hop, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va la coller à quelque chose qu'on connaît déjà. Et quand on associe
une nouvelle image mentale à quelque chose qu'on connaît déjà, et bien en fait, on l'intègre. On la met dans notre boîte. Et on va l'intégrer voilà, à l'intérieur de nous parce que déjà, on a une référence, enfin, quelque chose qui va nous permettre de l'accrocher. C'est pour ça que par exemple, quand on apprend une langue étrangère, c'est toujours bien dans notre petit cahier de vocabulaire de d'abord, les profs font toujours l'inverse, mais d'abord d'écrire le mot français. Parce que c'est celui qu'on connaît, c'est celui qui est là dans la tête, c'est le mot français. Et de ce mot français, on va associer le mot anglais, ou chinois. Donc voilà, l'idée c'est de prendre en compte le fait que pour mémoriser, il va falloir en fait essayer de l'associer à quelque chose qu'on connaît déjà. Et ça aide énormément. Par exemple, quand pour les tables de multiplication, le calvaire, l'horreur, tous les enfants, beaucoup d'adultes aussi, hein, c'est pas que les enfants. Et c'est que on va pouvoir jouer, si on joue avec les mots, avec voilà, je ne sais pas si vous connaissez les petits livres du mot tordu. Ça vous dit le prince de mot tordu? Il y en a qui connaissent. Et le prince de mot tordu, il joue avec tous les mots, il fait plein de trucs. Et en fait, il y a les multiplications aussi du prince de mot tordu. Et en fait, il joue, lui, voilà, ça va être 3 fois 3 bœufs. Et puis du coup, il y a une analogie, un dessin, une imagerie qui va faire qu'on va s'en rappeler autrement. C'est plus abstrait. On va créer, grâce à nos sens, toute une imagerie qui va nous permettre de mieux intégrer ces trucs abstraits. Donc, on va associer avec ce qu'on connaît déjà, et puis on peut aussi l'associer à quelque chose de ludique. C'est quelque chose qui est ludique. Ça marche beaucoup mieux. Hein. Tout ce qui nous fait rire, moi j'ai eu des profs de maths qui étaient tellement drôles que j'ai adoré les maths. Voilà, ça, je pense que ça va pour l'éducation nationale. Mais c'est pareil en tant qu'adulte, je pense. Si on a des gens en face de nous qui nous font rire, eh ben, on va retenir beaucoup mieux. Pas que rire. Ça peut être aussi triste. Si c'est à partir du moment où ça nous crée une émotion, on va s'en rappeler beaucoup plus en fait. Pourquoi? C'est quoi une émotion? Parce qu'une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Emotion, ça veut dire I, c'est l'énergie, emotion, c'est le mouvement. Donc comme l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement, elle donne de la force à l'information qu'on va intégrer. Ça va? Je vous dis beaucoup de choses en même temps. C'est pas trop. Dites-moi hein, si c'est pas clair ou si vous avez une question ou une remarque, ne vous gênez pas. Ok, donc mémorisation, ça va prendre en compte toutes ces choses-là. Ok, pour se faire une image mentale qui va s'intégrer à l'intérieur de nous. Après, effectivement, la mémorisation, on pourrait faire une soirée sur la mémorisation, c'est une question de temps. Normalement, quelque chose qu'on a appris, on devrait le réviser 10 minutes après. Alors pas prendre tes cahiers et tout, mais juste 10 minutes après dire « Ah, c'est quoi déjà ce truc-là » et hop, se le remémorer avec tout, le plus de détails possible, le plus de détails sensoriels possible. Puis ensuite, c'est 1 heure. Puis ensuite, c'est le soir. Et puis le lendemain. Et la semaine d'après. Donc en fait, c'est comme un... C'est qu'en fait, la mémoire, voilà, elle est là, on a mémorisé le truc, et puis plus ça va aller, plus on va avoir oublié, puis ça commence à tomber. Et hop, si on réactive, hop, ça remonte. Puis hop, ça commence à retomber, hop, on réactive, ça remonte. Et puis en fait, on va finir par l'avoir là. Puis ça va toujours être là. Mais il va y avoir tout ce temps, voilà, de petits rappels, qui est juste, il n'y a pas besoin de prendre enfin, il n'y a pas besoin de l'objet extérieur pour le mémoriser, puisqu'on l'a déjà à l'intérieur, on l'a mis dans nous. Donc on n'a plus qu'à juste aller revoir cet objet intérieur et se le rappeler, et le revisualiser. Et voilà. La fermez vos yeux là. Est-ce que vous voyez toujours l'objet que je vous ai demandé de regarder tout à l'heure? C'est bon? Ok. Voilà. Et en fait, c'est juste ça.
c'est juste se rappeler, hop, se remémoriser le truc. Et plus tu es réactivé, plus je lui donne de force. Et hop, et ça va rester, ça va rester. Voilà. Et puis des fois, il y a des trucs qu'on a appris dans l'enfance qui sont toujours là, en fait. Qu'on a, enfin, je sais pas, ou des chansons qu'on rabâche, qui sont là tout le temps. Tu dis un mot, puis hop là, la chanson part toute seule. Parce qu'en fait, on les a tellement entendus, tellement chantés, qu'en fait, ça s'est réactivé en permanence. Donc, il y a une histoire de réactivation qui est importante. Ça me pose une question sur la quantité de choses qu'on peut s'approprier, après mémoriser. Est-ce que selon les personnes, il y en a qui arrivent à mémoriser des caisses, d'autres pas du tout? Moi, en fonction, je sais pas, ton âge, ton état de santé, ton physique. Alors, je pense, hein, c'est mon avis perso là, c'est pas une étude ou quoi que ce soit, c'est que ça dépend beaucoup, en fait, de l'intérêt. Merci. De l'intérêt. Par exemple, il y a des gens qui se rappellent des histoires drôles, mais graves. Vous avez bien des copains, vous êtes sûrs qu'ils ont toujours une histoire drôle à raconter, ils en ont un paquet tout le temps. Moi, je me rappelle jamais. Je suis pas capable, ou alors je la raconte à l'envers, enfin, c'est décousu. Pourquoi? Et je l'ai demandé aux copains qui racontent des blagues pour voir si effectivement ce que je lui disais était juste. C'est que quand il entend une blague, il adore tellement faire rire les gens que quand il entend une blague, en même temps, il est en train de faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il est hyper attentif, mais il se projette déjà en train de la raconter à quelqu'un d'autre. Okay? Donc ça, c'est hyper important aussi. Je vais continuer de répondre à ta question. La projection dans le futur. Ça va aider énormément à mémoriser. Et donc, vous, c'est pareil. Par exemple, je sais pas, donne-moi un exemple. Faire une conférence. Faire une conférence. Et ça aide de se projeter, de s'imaginer. Tout à fait. Moi, je sais comment je fais. Voilà. Donc tu sais, voilà ton truc, pour le mémoriser, tu vas l'envoyer dans la situation. Tu t'imagines déjà le vivre. C'est ça. Et tu sens, et tu le vis aussi dans ton corps, c'est là partout. En fait, tu vas le vivre avec tes 5 sens. Okay? Et en fait, la mémoire, elle va fonctionner beaucoup par l'intérêt qu'on a de mémoriser la chose. En fait, toutes les choses qui sont pas très importantes pour nous, souvent, on les mémorise pas. Les gens qui adorent les grands espaces, la géographie, les différents endroits, ils se rappellent de tout. Ils vont dire « Ah ouais, mais c'est à côté de ça, rappelle-toi, il y a ça à côté. » Et puis ils vont avoir développé toute leur imagerie visuelle, parce qu'ils adorent, quoi. Quelqu'un qui est musicien, il va développer beaucoup plus son audition, et hop, les petits sons, les machins, voilà, et lui, il va percevoir surtout ça, et c'est ça qu'il va avoir mémorisé. Il va donc le développer au fur et à mesure. Donc à l'école, là je reprends l'exemple des gamins, quand tu leur donnes des masses d'informations, ils n'ont pas forcément intérêt à tout. Et du coup, c'est là-dessus où nous, on doit essayer de faire en sorte qu'ils se l'approprient de la meilleure manière. En fait, c'est parce que l'école n'a pas de sens. Tout simplement. C'est que, regarde, nous, si nous, en tant qu'adultes, on va en classe, on nous disait, voilà, tu vas en classe, et puis tu vas apprendre ce que j'ai décidé que tu vas apprendre. Puis tu es là, tu te dis, je m'en fous, puis tu vas rien retenir. Et on oblige nos enfants à faire ça. Donc effectivement, c'est un peu décousu, enfin, ça marche pas. Ça marche pas très bien. Effectivement, il faudrait trouver... alors, qui est-ce qui... Ah, il y a quelqu'un, justement, un institut qui m'avait dit, une institut qui s'occupait de faire des échanges entre instituts en Europe. Et elle disait qu'en Finlande, où les enfants apprenaient beaucoup plus librement au moment où ils avaient envie, etc., c'était beaucoup plus à la demande, et bien les instituts trouvaient que les instituts français étaient absolument géniaux, parce qu'ils étaient très très créatifs justement, parce qu'il fallait absolument intéresser l'enfant. Donc ils développent une créativité surhumaine pour pouvoir trouver de l'intérêt, donner à l'enfant un intérêt que eux, ils ne cherchent pas ça, puisque de toute façon, là, il va développer son intérêt au fur et à mesure de ses besoins naturels. Tu vois? Après, je pense l'approche de pas mal d'écoles alternatives aussi, de pouvoir partir de l'intérêt de l'enfant. C'est sûr que
c'est autre chose, quoi. Parce qu'en fait, il peut s'intéresser aux maths pendant 2 ans et pas toucher au français, le jouer sans après. Ça peut être qu'à 6, 7 ou 8 ans, en fait. Ouais. En fait, il y a juste à voir par rapport à nous, hein. Parce que les enfants, ils ne sont pas différents de nous, quoi. Nous, on n'aurait pas envie qu'on nous dise ok, ben, tu vas apprendre cette chose-là maintenant aussi. Pas question. Et en fait, on va apprendre les choses au moment où on en a envie. Et c'est là qu'on va les mémoriser, c'est parce qu'au moment où on en a besoin. Quand mes filles étaient plus jeunes, on faisait l'école à la maison pendant quelques années. Et en fait, je vois que ce qui marchait le mieux, c'était les projets. Quand on avait un projet, quand elles avaient un projet, par exemple une création de cabane, ou on avait construit des étagères, et ben en fait, à partir de leur désir, et ben on pouvait en fait amener toutes les notions mathématiques, géométriques et tout ça, parce que il y avait un intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir ces infos pour pouvoir créer ce que j'ai envie de créer. Donc, tant qu'il n'y a pas ça qui est là, ça ne marche pas. Ça marche pas parce que ça marche difficilement, quoi. Ou alors, c'est vrai qu'il y a des enfants qui vont être beaucoup plus, scolaires, qui aiment juste apprendre, et puis voilà. Il n'y en a pas tant que ça. Donc déjà, si tu fais le clown, si tu mets un nez rouge, la salle de classe, ça peut aider. Je crois que plus c'est drôle et plus c'est léger, et plus on amène ce qu'eux ils aiment et puis que ça part d'eux. En fait, plus ça va partir d'eux, plus ils vont l'intégrer, plus ils vont être intéressés. Donc, tu enseignes quoi? Tu enseignant. Et après, je me posais la question aussi, parce que l'apprentissage, apprendre, je ne sais pas ce que vous disiez tout à l'heure, jusqu'où ça va l'apprentissage, parce que ça peut être très ludique au début, et à un moment où en fait c'est carrément laborieux, même si tu donnes de l'intérêt, c'est fastidieux, c'est contraignant presque, tu vois. Ouais. Et il y a un moment, quand t'es gamin, tu peux modérer ça, ouais. Enfin, avec un enfant, tu peux modérer. Moi, en tant qu'adulte, il y a des fois où en fait, j'y arrive pas. Ouais. Malgré tout l'intérêt que j'y porte. Ouais. Peut-être parce que c'est trop difficile, ou c'est peut-être pas le chemin, peut-être que si trop. Parce qu'en fait, on a aussi, surtout dans notre pays français, là, on a quand même une manière de faire l'apprentissage, en tout cas de perpétrer l'apprentissage d'une manière très académique. Okay, par exemple, pour apprendre un instrument, moi, je me rappelle aussi que on vivait au Canada et on avait, donc ma fille avait 5 ans et elle pouvait apprendre le violon à 5 ans et on n'apprenait pas le solfège, on n'apprenait pas, c'était juste, on apprenait juste à tenir, jouer et que ça fasse la bonne mélodie qu'il fallait faire. C'était d'autres chemins. Après, ça nous de créer aussi, quoi, d'être créatif et de trouver d'autres chemins qui vont permettre de faire, d'utiliser nos sens, tous les autres sens. Parce qu'en fait, nous on focalise surtout sur ces deux-là à l'école. À l'école ou dans la vie, quoi, visuel, auditif. Hein. Le kinesthésique, pourtant il est très présent, mais on l'utilise très très peu. Quoi. Et pourtant, ça aide énormément à la mémorisation. Donc pour des enfants qui doivent apprendre des leçons, c'est du coup surtout dans le 1. Donc si on devait les aider, ça serait en associant des images ludiques, enfin d'y mettre de l'émotion. Oui, mais déjà aussi, il faut rappeler ça, hein, de l'image qu'il faut prendre le temps, ce temps-là, de créer l'image intérieure. C'est ce qui se passerait en classe, non? Et très important, ça devrait se passer en classe. En classe, la prof, elle devrait dire, ok, on va apprendre la poésie. Elle ne devrait pas dire, vous allez apprendre la poésie à la maison, parce que c'est pas en fait comment ça marche. C'est juste ça. Alors qu'elle devrait dire, ok, on va apprendre ensemble la poésie. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour écrire? On peut écrire la poésie au tableau, et puis on enlève un mot. Puis on lit tous ensemble, puis même le mot qui est effacé, on le lit quand même. Puis on en enlève un autre. Ou, enfin, puis on peut jouer, puis à la fin, on est capable de lire toute la poésie alors qu'elle n'est même pas écrite. Waouh. Des petits trucs, voilà. On peut trouver plein de choses, c'est à nous de faire du jeu. Le jeu, c'est extraordinaire, franchement. Moi, j'ai été enseignante pendant quelques années, surtout au Canada, et en fait, le jeu, c'était miraculeux. Moi, j'ai toujours utilisé ça. C'est assez fabuleux, quand même.
Ok, donc premier geste, c'est voilà, au début pour créer l'image mentale, la mémorisation, et ensuite, une fois qu'on a la mémorisation, qu'est-ce qu'on va faire? On restitue. On restitue. Il va falloir qu'on fasse quelque chose avec ces informations. Ok. On va glisser. Et il y a deux gestes qui sont proches l'un de l'autre et qu'on va associer l'un avec l'autre. C'est en premier, grâce à ça, on va avoir une compréhension. C'est ça qui va permettre la compréhension, c'est parce qu'on va avoir associé la nouvelle information avec une information ancienne. Et ensemble, et bien, tout à coup, ça va donner un nouveau sens. Donc on va comprendre. À partir de là, on commence à avoir une compréhension. C'est là là, normalement, c'est pas vraiment un geste mental, mais on commence en général par la mémorisation qui comprend tout ça. Hein, tout ça, c'est la mémorisation. Donc la compréhension. Donc la compréhension, c'est faire du sens. Et le sens, on peut le faire que si on utilise des anciennes informations avec les nouvelles à l'intérieur de nous. Ok? Donc la nouvelle information que j'ai captée, si elle peut s'accrocher nulle part, ça va être très dur à l'utiliser. Donc il va falloir, ça va être plus difficile, il va nous falloir plus de temps, c'est nouveau, donc il va falloir qu'on bachote là. Mais plus je vais l'accrocher à quelque chose que je connais, et c'est ça, avec les enfants ou avec nous-mêmes aussi, hein, dire ok, ça te fait penser à rien ça, et cette couleur là, ou, par exemple pour mémoriser, on peut utiliser aussi, je pensais à tous les moyens mémotechniques. Par exemple, enveloppe, moi je ne me rappelais jamais s'il y avait 2 P ou 2 L ou un L ou 2 P, je ne sais jamais. Et en fait, une enveloppe, elle a qu'une L. Un canal, il n'a pas, donc du coup, elle a 2 P. Donc moi, c'était mon petit moyen mémotechnique. Mais ça associait le kinesthésique, le visuel, le jeu, enfin voilà. Donc à nous de créer des choses comme ça. Et en fait, j'ai fait une petite incursion là. Désolée. Pour la compréhension, donc c'est vraiment une histoire d'associer ce qu'on sait avec quelque chose qu'on ne connaît pas, que les deux s'associent. Et là, il y a une compréhension qui commence à arriver. Ça va? Ça fait du sens, justement? Donc la compréhension, eh ben, c'est tout à coup on a une nouvelle info sur le moteur de la voiture qu'on essaye de réparer depuis un moment, et puis quelqu'un nous dit « Ah mais tu sais qu'il y a ce truc-là, voilà, ça sert à ça. Et là justement, ça vient, cette information-là, elle va venir s'inscrire dans ce que je connaissais déjà ou que je cherchais, et hop, tout ça va s'associer, et ça, non seulement ça va me servir pour comprendre le système, mais ensuite ça va me servir pour réfléchir. Parce que quand même, on est des êtres humains. Donc le plus important, c'est pas juste de rabâcher, de redire ce qu'on a appris. Parce que ça n'a pas vraiment de sens en fait. Ça n'a de sens qu'à l'école pour voir si on est des bons petits. Mais sinon, ça n'a pas vraiment de sens. Le sens que ça a de la mémoire, c'est pour comprendre, pour réfléchir et ensuite pour créer. On est des êtres créateurs avant tout. Donc en fait, ça va nous permettre de réfléchir. Compréhension, ça veut dire quoi? Encore une fois, préhension, c'est prendre, c'est avec, donc c'est encore prendre avec soi. Donc on a mémorisé, et là on va prendre avec soi parce qu'on va l'intégrer, parce qu'on comprend. Ça va faire du sens. Donc là, vraiment, ça s'intègre. Ça va? Je parle trop. Ensuite, ça c'est comprendre. Quand on va réfléchir, eh bien en fait, réfléchir c'est quoi? Regardez un miroir. On dit qu'un miroir il réfléchit l'image. Pareil. Réfléchir c'est réfléchir. On fléchit et ça revient. Donc ça veut dire qu'en fait, l'information, hop, je la regarde et elle revient. Je vais la remâcher à l'intérieur
pour pouvoir vraiment bien la saisir en fait. Donc ces deux-là vont vraiment ensemble. Et en fait, grâce à ces informations que j'ai comprises, je vais pouvoir réfléchir à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau, à réfléchir sur mon moteur de voiture. Puisque j'ai cette nouvelle information, j'ai compris comment ça fonctionne avec ce que je sais. Ok, maintenant, je vais réfléchir comment l'intégrer dans mon moteur, comment réparer. Donc réfléchir, c'est prendre toutes les informations que j'ai sur le sujet et voir qu'est-ce que ça me renvoie quoi comme image, tout ce truc-là. Ça va? Je vous endors pas trop. Ok, donc réfléchir, c'est bon, c'est clair. Et en dernier, c'est, comme je disais, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On va créer. On va créer et imaginer. Et imaginer, c'est encore des images. Et bien oui, créer, imaginer, on ne peut pas créer et imaginer si tout ça, ça c'est pas facile. On ne peut pas créer et imaginer avec rien dans la tête, rien en soi. Si ce n'est pas à l'intérieur de nous, si on n'a pas mis le monde extérieur dedans, on ne peut pas à ce moment-là créer quelque chose à l'extérieur. En fait, c'est un va-et-vient constant avec ce qu'on apprend, ce qu'on mémorise, qu'on réfléchit, et hop, on crée. Puis avec ce qu'on a créé, tiens, hop, on a compris ça, et hop, ça retourne. Mais ça, c'est vraiment indispensable. Je vais prendre un exemple par rapport au problème de mathématiques. Parce que c'est souvent un problème mathématique. Et ce qui peut aider, je ne sais pas comment tu trouves toi les problèmes de maths. Ça va. Bon, ok, cool. Parce qu'en fait, des fois, ça pose des problèmes, c'est mathématique, c'est des problèmes. C'est pas pour rien que ça s'appelle un problème, d'ailleurs. Et c'est que la première chose qu'il faut faire quand on lit un problème, quand on nous fait part d'un problème quel qu'il soit, même si c'est un problème de moteur de voiture, ou un problème culinaire, ou quoi que ce soit, c'est qu'il va le falloir prendre ce sujet-là et le mettre à l'intérieur. Tant qu'il n'est pas à l'intérieur, je ne peux pas le réfléchir, je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas créer. Et qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir le mettre à l'intérieur? Je peux me le redire, ou le dire à quelqu'un, ou le dessiner, ou voilà. En tout cas, il va falloir que je vérifie que je l'ai bien à l'intérieur de moi. S'il n'est pas dedans, je ne pourrais rien en faire, je ne l'ai pas pris avec moi à l'intérieur. Et une fois que je l'ai bien pris dedans, que je le redis, et bien là, ça va être beaucoup plus facile. En fait, ça va s'accrocher avec des choses qu'on connaît. Ah tiens, mais oui, en fait, c'est vrai. Ah mais oui, ça me fait penser à ça. Ah oui, ben voilà. Là, tu es en train de comprendre, là. Ah mais oui, mais alors si je fais ça, puis hop, et hop, ça s'y met. Et d'abord, si cet acte de mettre à l'intérieur, il n'est pas là, ça ne marchera pas. Alors ça, ce sont les gestes. Alors normalement, il y en a 4. Donc mémorisation, compréhension, réflexion et création. Ce sont les gestes mentaux que Antoine de la Garandrie, qui est un pédagogue qui est maintenant décédé, a donc mis en lumière, voilà, mis en lumière. Et il a aussi donc écrit des bouquins, dont il y en a un qui s'appelle Les profils pédagogiques. Et le profil pédagogique, c'est justement ça, c'est-à-dire observer quel profil on a, nous, en tant que, voilà, pour apprendre. C'est quoi le profil qu'on peut avoir? Comment est-ce que je mémorise quoi? Parce qu'en fait, on peut avoir une manière de mémoriser, donc de mettre dedans, qui est visuelle, mais que pour le redonner, c'est plus facile pour nous auditivement. Donc on va avoir chacun des fonctionnements différents, et l'intérêt, c'est d'observer ça pour nous, et puis avec nos enfants aussi, de le voir, de jouer avec... vous savez, il y a plein de jeux, il y a les jeux du Pictionary, on fait des dessins, il y a des jeux de memory, il y a plein de trucs, où la statue, où il faut refaire kinesthésiquement
quelque chose qu'on vous a fait faire, il faut le faire faire à l'autre. En fait, il y a plein de jeux que vous pouvez créer pour pouvoir exercer tout ça et voir comment déjà vous et votre enfant ou votre grand-mère fonctionnent. Parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir mieux l'aider aussi. Une fois qu'on a une imagerie, on perçoit que nous, on est plus kinesthésique, auditif. Ok, c'est une chose de développer ça. Ça, c'est une force, ça, c'est ma force. Je vais le développer. Mais après, l'intérêt, c'est quoi? De développer les autres. Parce que plus je vais développer les autres, plus j'enrichis mon imagerie mentale. Et là, ça va être beaucoup plus facile pour écrire, pour décrire, pour imaginer et créer. Parce que mon imagerie mentale, elle va être de plus en plus riche. Donc l'intérêt, c'est de développer tout ça. Ça va? Alors, bon, je vous fais une synthèse assez cousue. Donc, Antoine de La Garandrie, lui, il a développé tout cet aspect pédagogique, avec les profils pédagogiques et les images mentales. Une petite anecdote, tiens. Il y a quelques années, on était autour du feu et puis on racontait justement cette histoire. Vous savez, quelqu'un commence à raconter une histoire et puis la personne d'à côté reprend cette histoire, puis en rajoute, puis ainsi de suite. Et puis on continue comme ça et on fait une super longue histoire. Et il y a ce petit garçon de 6 ans qui est là autour du feu, puis lui il garde l'histoire, puis il la raconte, puis il continue, puis il la lâche pas, il la donne à personne. Et puis il raconte. Et puis je dis à sa maman, waouh, quelle imagination, incroyable. Elle me dit, ouais, mais si tu savais, à l'école, la galère, on n'arrive pas à écrire, on n'arrive pas à lire. Ça fait 6 mois que je suis orthophoniste. Je dis, oh, un truc qui doit être coincé quelque part. Je dis, ben écoute, amène-le-moi. Voilà, on va voir ce qui se passe, quoi. Et donc, il vient me voir et on fait des jeux pour voir quel est son profil pédagogique. On regarde tout ça et puis je lui montre comment on fait pour voir dans sa tête. Et on a fait 3 séances ensemble, 3 séances d'1 heure à peu près de jeu. La 3e séance, il écrivait ces histoires-là qu'il avait dans la tête, il était capable de les écrire sur le papier. C'est pas qu'il ne comprenait rien, c'est juste qu'il n'avait pas l'outil, la référence visuelle pour pouvoir écrire et lire. Et c'était magique quand même, alors qu'il avait fait, excusez-moi les orthophonistes, je ne suis pas contre les orthophonistes, hein, mais c'est juste qu'il y avait ce petit déclic qui n'était pas là. Et quand on montre à nos enfants qu'on peut voir dans la tête, qu'on peut entendre dans la tête, qu'on peut sentir dans le corps, et bien, on ouvre un grand espace. Alors, je regarde ce que je ne vous ai pas dit. Oui, par rapport à la création et à l'imagination, c'est très important avec les enfants, avec nous aussi hein, évidemment, mais surtout avec les enfants d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce geste-là. Parce que c'est extrêmement motivant d'avoir un impact sur le monde, de voir qu'on est capable d'agir sur le monde et qu'on a une action sur ce monde. Et c'est là qu'on l'a, c'est pas avant. Donc quand on imagine, quand on crée des choses, c'est parce que ben, voilà, il y a eu tout un processus qui s'est fait. Et c'est important d'aller avec eux jusqu'à ce moment-là. C'est gratifiant. Ça donne envie d'apprendre encore. Vous avez des questions par rapport à ça? Ça va? C'est clair? Ouais? C'est fatigué. Vous êtes fatigué. Donc, percevoir notre mode préférentiel, 2, le développer, et puis ensuite développer les autres pour avoir une information beaucoup plus riche. On peut parler aussi, mais là ce ne sera pas l'objet de ce soir parce que c'est déjà un gros morceau, mais vous pouvez aussi aller voir les intelligences multiples. Les intelligences multiples en fait ont été développées par Howard Gardner, un Canadien. Et lui décrit, juste pour vous l'info, vous pourrez aller voir si vous voulez. Après, c'est toujours un truc sur lequel on peut discuter à un autre moment. Au début, il y en avait 7, maintenant, il y en a 8.
Je ne les dirai pas parce que c'est comme les 7 nains, il y en a toujours un qui manque. Mais c'est-à-dire que, par exemple, il va y avoir une intelligence plutôt sociale, interpersonnelle, l'intelligence plutôt visuelle, l'intelligence. Il y a plusieurs types d'intelligence. Lui, il a mis ça en évidence. Et qui fait que, un enfant, qu'on lui dise jamais qu'il est bête, qu'il ne comprend rien, parce que lui, peut-être, il comprend avec son intelligence si particulière et si originale, qui fait qu'il pourrait faire quelque chose de magique avec ça. Donc il faut lui montrer qu'il a cette intelligence-là. Donc, je ne vous en parle pas trop, parce que là, on a fait beaucoup jusque-là. Mais si vous voulez aller voir, les intelligences multiples, c'est Howard Gardner. Et au Canada, on les utilisait beaucoup. Moi, j'enseignais en prématernelle. La prématernelle, c'est de 3 ans à 5 ans. Et, non, oui, c'est ça. Et en fait, tous les documents sont, tous les outils d'enseignement et éducatifs sont faits à partir de ça. Ça prend en compte une grande diversité de l'humain.